Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer sans spoiler, ou sans Ice and Fire. Je me suis trompé parce que je regarde pas exactement sur l'écran. Voilà, Guillaume m'a forcé à regarder bien droit devant lui. Je suis l'ingé son de cette émission. En cette date du 22 décembre 2020, nous enregistrons notre 31e épisode, à ce que je sache, soit le 30e chapitre. Et le 7e chapitre de Eddard. Ah, il en a pas mal, le patriarche. Il envoie. Ok, c'est parti, Guillaume, tu peux commencer. Alors, je vais essayer de faire un résumé succinct de ce long chapitre. Donc, dans ce chapitre, en fait, on retrouve Ned lors du second jour du tournoi de la main. Donc, la situation est compliquée pour Ned parce qu'il aura pas eu le temps de questionner l'ancien écuyer de Jon Arryn, qui est en fait décédé de la main de Ser Gregor Clegane la veille. Donc, on le rappelle, c'est Ser Hugh Duval. Par la suite, Ned et Ser Barristan Selmy se rendent alors visite à Robert et tentent de le convaincre de ne pas participer à la mêlée. Lors des joutes finales, Sandor Clegane parvient à démonter Jaime et Ser Loras de son côté parvient à démonter Ser Gregor. Mauvais perdant, Ser Gregor tue son cheval et tente de s'en prendre à Ser Loras, mais Sandor intervient. Donc il y a Robert qui parvient à arrêter l'affrontement entre les deux frères, et Loras, qui se sent redevable de Sandor pour lui avoir sauvé la vie, déclare Sandor grand vainqueur du tournoi. Dans la soirée, Ned, dans ses appartements, reçoit la visite d'un mystérieux individu, en fait, qui se révèle être Lord Varys, déguisé, qui cherche à conserver son anonymat. Varys lui apprend que sans Ned pour dissuader Robert de participer à la mêlée, le roi serait probablement mort d'un accident, entre guillemets, volontairement provoqué par les Lannister. Il apprend aussi que Jon serait mort empoisonné par un poison qu'on nomme les larmes de Lys. Et lorsque Ned demande à Varys pourquoi on aurait voulu tuer Jon Arryn, ce dernier répond simplement parce qu'il posait trop de questions. Ok. Bah, comme je l'ai dit, c'est un long chapitre. Je crois que c'est le chapitre le plus long qu'on a eu à traiter depuis le début du tome. Donc je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode. Sincèrement, parce qu'il y a énormément de choses à aborder. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et... Sachant qu'il y a un KFC qui arrive pour nous là, il faut envoyer. Allez, c'est parti. Donc le chapitre débute par une scène dans laquelle les Sœurs du Silence entourent le Chevalier du Val, tué dans le dernier chapitre par Ser Gregor Clegane. Alors du coup, Guillaume, qu'est-ce que t'as compris par rapport aux Sœurs du Silence? J'ai l'impression que c'est un peu les pompes funèbres. C'est un peu les pompes funèbres de Westeros, en tout cas. Elles sont liées à la religion et j'ai l'impression que c'est un peu les thanatologues, je sais pas, qui servent à prendre soin du corps, etc. Ok. Barristan Selmy, le commandant de la garde royale, ainsi qu'Eddard Stark sont aussi présents. C'est confirmé dans ce chapitre que le Chevalier du Val, dont on parlait dans le dernier chapitre, est en fait des Ser Hugh Duval. Donc on le rappelle, l'ancien écuyer de Jon Arryn. Et c'est confirmé aussi, nous on le savait parce qu'on l'avait lu dans les appendices, mais que Ser Gregor Clegane est un banneret des Lannister. Donc chelou que justement il y a une enquête sur les Lannister, on trouve l'ancien écuyer de Jon Arryn, et bizarrement c'est le banneret des Lannister qui tue cet écuyer. En plus, sachant que après, il nous apprend que la lance les lances de tournoi sont faites pour se briser au moindre impact. Ah bah là, c'est dommage. C'est bizarre. C'est dommage, vraiment pas de bol. Bizarre. Ned et Barristan parcourent ensuite le camp, où l'on peut observer les blasons des différentes maisons. Donc on a l'aigle d'argent des Salvamer, l'aigle d'argent Salvamer en fait, et donc Salvamer, Guillaume, tu peux le rappeler C'est le domaine des Mallister. Ouais, c'est exactement ça. Qui sont des bannerets des Tully, c'est ça. Donc les Mallister, on en a rencontré 3 pour l'instant. Jason Mallister, justement le Lord de Salvamer, son fils Patrick Mallister, et un dernier, Denis Mallister, lui qui aurait prévenu la garde de nuit, qui aurait des mouvements dans les montagnes ou quelque chose comme ça. Et il en fait probablement partie parce qu'un Mallister normalement ça a rien à foutre si loin dans le nord quoi.
les rossignols des Carons. Donc pareil, les Carons, on avait parlé dans le dernier chapitre des Dardes. Tu te rappelles, Guillaume? Oh putain, là je t'avoue que... Ok. Pas du tout. Alors, on avait parlé de Lord Bryce Caron, qui est un des seigneurs des marches de Dorne. D'accord, ok. Le pampre, donc c'est une tige de vigne des Redwyne. Donc les Redwyne, pareil, on en a déjà parlé. Les Redwyne, ce sont des bannerets des Tyrell. On avait parlé parce que, tu sais, dans le chapitre, je crois que c'est même dans le dernier chapitre, en fait, des Dardes, hein, où on a parlé du siège d'Académie. On avait dit que c'était justement les Redwyne et les Tyrell qui avaient fait ce siège d'Académie, en fait, contre Stannis Baratheon. Ouais. Donc on a déjà parlé dans les anciens épisodes, hein, des Redwyne, des personnages, des persos qui les composent. C'est vrai que depuis le début des épisodes, on s'est un peu attardé sur chaque maison, mais là on va pas à chaque fois s'y attarder parce que voilà, on a déjà parlé. Si vous avez des doutes, checkez les appendices sur le site de la Garde de Nuit, c'est super c'est vraiment plus clair que nous en train de réciter la généalogie des grandes maisons là. C'est ça. Barristan Selmy évoque alors le fait que la veille, le roi Robert Baratheon avait déclaré vouloir participer à la mêlée. Il pense qu'au matin, les ardeurs du souverain auront disparu, mais Ned est persuadé du contraire. Arrivé au pavillon du roi, Ned retrouve Robert bien éveillé, entouré de 2 écuyers, à essayer de boucler l'armure de Robert malgré sa forte corpulence. Robert les insulte gracieusement, pour ne pas réussir, mais Ned rétorque que ce sert un exploit, car Robert est trop gros. Mais, le roi, après avoir accusé le coup, c'est Robert, après avoir accusé le coup, ordonne à ses 2 écuyers d'aller chercher Aaron Santagar, on rappelle le maître d'armes de Robert, afin de chercher une armure plus ample. Donc, par rapport à l'identité de ces écuyers, déjà, elle nous est révélée déjà dans les appendices, hein. On en a déjà parlé dans un des anciens épisodes. Oui, j'avais regardé vite fait, c'est les enfants de Kevan, le frère de Tywin. De Tywin, mais ouais. Pas tous, hein. Alors, il y en a qu'un seul qui est le fils de Kevan. Alors, bon, si tu veux, tu peux checker les appendices, mais on peut en parler direct. Ouais, dis-le. Donc, on a Lancel Lannister, qui est le fils de Kevan Lannister. Donc, comme je viens de le dire, le frère cadet de Tywin Lannister. Et de Dorna de la maison Swift. Donc la maison Swift, c'est une maison vassale des Lannister, hein. C'est marqué dans les appendices. L'autre écuyer s'appelle Tyrek Lannister, et lui c'est le fils de Taeget Lannister, le second frère cadet de Tywin. Alors dans les appendices, c'est dit qu'il est mort de la vérole, et de Darlessa de la maison Marfeu. Et pareil, la maison Marfeu, c'est une maison vassale de la maison Lannister. Donc en fait, ces 2 écuyers sont les cousins de Cersei, Jaime et Tyrion. Ned remarque que ces 2 écuyers ont une ressemblance particulière avec Cersei, l'un pour ses cheveux, l'autre pour ses yeux, et cela inquiète Eddard que Robert soit à ce point entouré de Lannister. Ned évoque ensuite la dispute entre Robert et Cersei. Selon le roi, Lyanna ne l'aurait jamais humilié, mais ce n'est pas l'avis de Ned qui connaissait beaucoup mieux Lyanna, forcément c'est sa sœur, que Robert. Selon lui, elle l'aurait tout autant empêché de participer à la mêlée. Barristan Selmy et Ned arrivent alors à convaincre Robert de ne pas participer à celle-ci, en touchant un point sensible de Robert, sa fierté. Personne n'oserait attaquer le roi dans la mêlée. Et justement, Robert ne tirait aucune fierté à gagner cette épreuve. Le roi vire alors Barristan Selmy de la tente, et seul avec Ned, il entame un monologue sur sa vie de roi, de comment le trône lui a échu, et la manière dont il a vécu avec ce titre. Donc ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans un ancien épisode, de la mentalité de Robert, du fait que le titre de roi ne lui convient pas, que cette vie ne lui convient pas en fait. Et là, il le dit clairement de vive voix, quoi. Il aurait même préféré voir soit Jon Arryn, soit Ned monter sur le trône, mais que vu que apparemment il avait un titre plus prestigieux, c'est ça. Ils l'ont fait monter sur le trône. Moi, d'ailleurs, la phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est je me suis jamais senti aussi vivant que alors que je conquéris le trône, et je me suis jamais senti aussi mort que maintenant en fait lorsque je suis sur le trône, quoi. On apprend que c'est Jon Arryn qui a poussé Robert à épouser Cersei, car premièrement, l'alliance avec Tywin Lannister serait cruciale en cas de revendication du trône par Viserys Targaryen.
Forcément, vu que Tywin Lannister, c'est le seigneur le plus riche des 7 couronnes, avoir de l'argent de son côté, c'est pas mal. Et c'est un seigneur assez puissant, semble-t-il. Et deuxièmement, le roi avait besoin d'un héritier au plus vite. Donc il fallait se marier et avoir des enfants rapidement, quoi. Ouais. Il en voulait même pas d'héritier à la base, hein. Je crois, il était tellement éperdu de Lyanna que... Mais on comprend que la relation avec la reine Cersei n'est que politique, qu'elle n'a jamais évolué plus loin. Et de plus, lorsqu'il évoque ses enfants, il s'excuse d'abord pour la mort du loup de Sansa, Lady, car il sait pertinemment que son fils Joffrey a menti. Donc c'est un peu, franchement, quand tu lis ça, c'est un peu un lâche Robert. Dans le sens où, s'il sait que Joffrey a menti, pourquoi il a pas porté ses couilles, c'est vraiment... Après, peut-être que c'est pas l'image royale, hein. Ouais, l'image royale, et j'ai l'impression qu'il y a un côté pas froissé... Cersei, ouais. De plus, son fils Joffrey ne lui apporte que très peu. De plus, son fils Joffrey ne lui importe que très peu. Il dit même que sa seule raison de ne pas abdiquer est la peur de voir Joffrey sur le trône avec Cersei pour principale conseillère. Comment diable ai-je pu engendrer pareil rejeton? Et donc là, on rejoint un peu, ça alimente un peu ta théorie selon laquelle Joffrey ne serait pas l'enfant de Robert. Ouais. Et puis, on connaissait Joffrey vraiment puéril, au teint et tout, mais de là à ce que Robert vraiment s'inquiète à mort. Il déteste tellement le trône. Et pourtant, Joffrey lui fait peur à un point qu'il préfère le garder, quoi. Alors c'est Joffrey avec Cersei comme conseillère plutôt. Ouais. Il le dit, tu connais pas Joffrey comme moi je le connais, quoi. Ouais. Alors que quand on voit Gendry, la ressemblance avec Robert est plus que frappante. C'est vrai que Ned il l'a vu direct, hein. Quand il a vu Gendry, il s'est dit oui, lui c'est le fils de Robert. En tout cas, lui c'est un Baratheon. Alors quand on voit Joffrey il a les caractéristiques des Lannister. Et quand on sait que Cersei couche avec Jaime, bon, 1 plus 1 est égal 2. Ça fait beaucoup là, non? Cette conversation étant finie, le tournoi du jour arrive sur la table comme sujet. Ils y parlent du chevalier des fleurs, Loras Tyrell, de la façon dont il a battu Jaime Lannister lors du tournoi de l'anniversaire de Joffrey, mais aussi que Renly prétend qu'il a une sœur de 14 ans, belle comme l'aurore. Et on se rappelle que Renly avait montré un portrait de cette fameuse Marjorie, donc la sœur de Loras Tyrell, à Ned, et qu'il voulait même savoir si elle ressemblait fortement à Lyanna comme on lui disait. Ouais, toujours du mal tu m'avais posé la question, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il a fait ça. Ouais. Alors là, on savait qu'il avait déjà demandé à Ned, justement, si Marjorie ressemblait beaucoup à Lyanna. Et là, on voit qu'il a montré justement une photo, un portrait. Enfin, j'ai dit une photo, mais une photo, ça devrait pas exister. Un selfie, genre. Un portrait de Marjorie à Robert pour lui dire qu'elle était belle comme le jour. Et donc, typiquement, belle comme le jour, et si elle ressemblait à Lyanna, donc belle comme Lyanna, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez étrange comme comportement. Du coup, tu vois pas tellement pourquoi il aurait fait ça. Non, je vois pas trop pourquoi. À part, à la limite, tu vois, si Marjorie c'était, supposons que Marjorie soit une promise de Renly qui montre, regarde, la future meuf, je sais pas quoi, mais la comparer à Lyanna, je vois pas le rapport, tu vois. Bah, le seul lien que Robert avec Lyanna, c'est qu'il aimait éperdument Lyanna. Ouais. Donc ça serait possiblement pour pousser Robert vers Lyanna. Enfin, pardon, pousser Robert vers Marjorie. À 14 ans. Ouais, mais attends, à l'époque, Daenerys, elle a 14 ans, Khal Drogo, ça l'a pas empêché de la prendre le leu, hein. Oui, mais, wesh, il est pas roi d'un royaume, tu vois. Mais je pense pas que ça importe tellement l'âge à cette époque-là, hein. Je veux dire, à 14 ans, je pense que tu peux, franchement, y a pas tellement de soucis, hein. À partir du moment où t'as déjà saigné, t'as déjà eu tes règles, t'es féconde, sinon tu peux te marier, hein. Y a pas cette notion de majorité comme on l'a actuellement. Ouais, très bizarre. Mais il faudrait destituer Cersei et tout, hein. Si c'est son but, Bon, non, mais alors, je sais pas ce que c'est son but, hein.
Mais justement, s'il la compare à Lyanna et qu'il la montre à Robert comme étant belle comme le jour et qu'elle ressemble à Lyanna, bah, on fait rapidement le lien, quoi. Mais après, j'avoue que son but, il est assez mystérieux. Son comportement est assez étrange. Je te l'accorde. C'est flou. Les deux amis déjeunent ensuite ensemble, et Ned se plaît même à retrouver le Robert de son adolescence, mais qu'il a à présent perdu. Ned part ensuite rejoindre sa fille Sansa pour regarder la suite du tournoi. Le premier duel oppose Sandor Clegane, le limier, à Jaime Lannister, le régicide. Un pari est même tenu sur ce duel entre Littlefinger et Renly. On se rappelle que Littlefinger avait déjà parié sur Jaime et que cela avait débouché sur la perte du fameux poignard en acier valérien. Donc je pense que voilà, je pense que ça a pas dû lui servir de leçon. Sansa semble aussi très intéressée par ce combat et l'on pourrait même penser qu'elle serait du côté de Jaime parce que Jaime c'est le chevalier des rêves en fait, c'est le chevalier voilà, blond, grand, beau. C'est le prince charmant, quoi. Exactement. Mais elle semble soutenir Sandor. Et en fait, dans ce chapitre, tu te rends compte que la dernière scène entre Sansa et Sandor, ça l'a vraiment marqué. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'as vraiment l'impression qu'il ressent plus que de l'empathie pour lui, mais qu'elle le soutient en fait. Je sais pas comment tu le vois comment cette relation. Enfin, cette relation, il n'y a pas de relation, mais les sentiments de Sansa vis-à-vis. Je pense qu'avec Jaime, elle a quasiment jamais changé de, elle a dû pas beaucoup échanger avec Jaime, et le fait d'avoir l'impression de connaître un peu plus Sandor, le fait de connaître quelque chose d'intime sur lui, ça doit créer une certaine connexion, quoi. Ouais. Et là, il y a une phrase assez étrange de Renly qui survient. Donc je cite: dommage que le lutin ne soit pas des nôtres, j'aurais touché 2 fois plus. Ouais, du coup, ça veut dire que Tyrion vote probablement la plupart du temps pour Jaime, quoi. Ouais, ça qui, en tout cas d'après cette phrase, c'est-à-dire qu'il aurait parié sur Jaime. S'il aurait gagné 2 fois plus, comme on sait que Renly a misé sur Sandor et que justement Littlefinger a parié sur Jaime. Mais c'est assez étrange parce qu'on sait que justement lors du pari de Littlefinger, c'est lui-même qui a parié contre Littlefinger a parié sur Jaime et Tyrion aurait parié sur le Chevalier des Fleurs. Donc en plus c'est une personne tierce, Renly. C'est une personne qui a rien à voir, qui connaît pas du tout l'histoire de ce pari. Donc supposément il dit la vérité. Donc assez étrange quoi. Ouais. Et d'ailleurs c'est étrange que Ned il est présent à ce moment-là, vu que c'est son chapitre. Donc Ned, normalement, il aurait dû noter cette phrase. Vu que Ned il est au courant du pari. Ouais, mais après, bon, c'est souvent c'est difficile de faire le lien, quoi. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça confirme un peu plus le fait que Littlefinger aurait pas été très honnête sur ce pari, en tout cas. Bah, on est quasiment persuadé que qu'il mytho, quoi. Le deuxième duel s'annonce alors entre Gregor Clegane, la montagne et Loras Tyrell. Ned décrit la montagne comme méritant véritablement son surnom, la montagne à cheval, avec ses 8 pieds de haut. D'après Ned, il ne quitte ses terres que pour les tournois. Attends, mais en fait, Sandor il a gagné contre Jaime. Oui. Enfin, c'est dit en tout parce que moi j'ai pas noté en fait là. C'est déjà quel moment? Non, ils le disent que celui-ci, sitôt dissipé, trottinant vers quelques touffes d'herbe, un bear rouge sans cavalier, à terre, avait roulé, cabossé, doré, Ser Jaime Lannister. Ok. Donc pour ce combat, c'est Sandor qui gagne, qui le remporte face à Jaime Lannister. Le deuxième duel s'annonce alors entre Gregor Clegane, la montagne et Loras Tyrell. Et Ned décrit la montagne comme méritant véritablement son surnom, la montagne à cheval, avec ses 8 pieds de haut. Donc lui, un pied, c'est à peu près 30 cm. Donc on dit même que je crois qu'il atteint presque 9 pieds. Hein. Donc ça fait, il est au-dessus de 2 mètres, il doit être 2 mètres 10, 2 mètres 20, quelque chose comme ça. Enfin, la montagne à cheval, pour 2 mètres 20, c'est... je sais pas, 2 mètres 20, c'est grand, tu vois, mais bon... voilà, quoi. C'est terrible, là. Mais après, bon, c'est peut-être au niveau de sa corpulence, au niveau de sa musculature et tout aussi.
Et d'après Ned, il ne quitte ses terres que pour les tournois et la guerre et ne fréquente que rarement la cour. La montagne se sera illustrée durant le sac de Port-Réal, car il aurait, semble-t-il, violé Elia de Dorne, ou Elia Martell, avant de la tuer, et aurait fracassé la tête du fils qu'a eu Elia avec Rhaegar Targaryen, dénommé Aegon Targaryen, contre un mur. Sympa. Donc là, on rappelle un peu la généalogie. Le roi fou... La chronologie, tu veux dire. Ah non, la généalogie. Oui, la généalogie, mais aussi la chronologie, si tu veux. Le roi fou, le prédécesseur de Robert, Aerys Targaryen, avait 3 enfants. Le premier étant Rhaegar Targaryen, celui que Robert a tué au niveau du Trident. Ce Rhaegar Targaryen était marié à Elia Martell, qui venait de Dorne, et ils avaient 2 enfants. Et donc, 2 enfants, le premier du nom de Aegon Targaryen, le deuxième enfant, une fille du nom de Rhaenys Targaryen. Et donc, c'est ce premier enfant, alors je sais plus si c'est Aegon ou Rhaenys l'aîné. C'est Aegon, je crois. C'est Aegon? Okay. Ah non, c'est Rhaenys. C'est Rhaenys. Ok. Parce que c'est un bébé Aegon. Ouais. Donc c'est ce Aegon qui aurait, fracassé la montagne, quoi. Gregor Clegane a aussi aidé à mater la rébellion de Balon Greyjoy. Donc la rébellion de Balon Greyjoy, on en a déjà parlé lors du précédent chapitre d'Eddard, parce que c'est là que s'est illustré Thoros de Myr avec son épée de feu. Et des rumeurs étranges traînent aussi autour de la montagne. 2 épouses mortes trop tôt, une sœur décédée dans des circonstances étranges, de même que le père, et un frère qui fuit leur domaine comme la peste. Putain, lui, il est bien parti pour faire comme Walder Frey, à survivre à 8 femmes. Bon, sauf que lui, on a la confirmation qu'il les a vraiment tués, quoi. Ouais. Enfin, la confirmation, non, pas tellement, mais lui, c'est beaucoup plus explicite, quoi. Même si c'est toujours implicite. Entre alors le chevalier des fleurs, Loras Tyrell, qui, de l'avis de tous, est beau comme un dieu. Ned remarque que Gregor Clegane a quelque mal à contrôler son cheval. Tant de mal à le contrôler qu'il se fait démonter par Loras Tyrell lors de la joute. Ned entend le limier éclater de rire par-dessus la cohue d'applaudissements que reçoit le chevalier des fleurs. Mais une personne ne partage pas la joie de l'événement. Sir Gregor demande alors à son écuyer son épée, égorge presque son cheval, et se retourne ensuite vers Loras, s'apprête à l'achever. Mais le limier arrive à temps pour s'interposer entre les 2 chevaliers. Et là, phrase intéressante de Ned, il dit qu'il surprend plusieurs fois Gregor Clegane à viser la tête de Sandor, mais jamais l'inverse. Ouais. Donc vraiment que Gregor, il voulait vraiment infliger le même sort qu'il a infligé à Sir Duval, quoi. Alors que Sandor, t'as pas l'impression qu'il veut le tuer, Gregor. Mais tu l'interprètes comment ça? Parce que on sent que Sandor, il déteste vraiment son frère. Ouais, je sais pas, c'est vrai que je pense que si Ser Gregor venait à mourir, ça ferait pas grand chose à Sandor. Enfin, tu penses? Enfin, ça, il serait pas triste en tout cas. Ce serait pas, je pense, que ce serait pas l'émotion qu'il ressentirait. Bah justement, c'est peut-être parce qu'il éprouve quand même quelque chose pour son frère qu'il cherche pas à le tuer, non? Ouais. Mais tu sens que Gregor, il est vraiment, c'est plus qu'impitoyable. Vraiment qu'il a pas de sentiments, quoi. Non, il est psychopathe, clairement. Ouais. Alors que Sandor, il a quand même, vu la façon dont il a parlé à Sansa, tu sens quand même qu'il a des émotions et que même s'il déteste son frère, je pense que pour lui, il le considère toujours comme son frère. Bah, il a une fragilité, Sandor, sous sa carapace super dure. Il y a une fragilité que ne semble pas avoir Gregor, quoi. Le combat s'arrête alors grâce à la voix puissante de Robert, qui, avec un ton de roi, leur demande d'arrêter. Sandor s'exécute de suite, tandis que Gregor quitte les lieux de rage. Et le limier est même déclaré vainqueur du tournoi, car Loras Tyrell déclare qu'il lui doit la vie au chevalier Sir Sandor Clegane. Le limier, malgré le fait qu'il ne soit pas chevalier, en le rappelant très bien, accepte la victoire, les applaudissements et la bourse qui va avec. Littlefinger, en croisant Sansa et Ned, évoque le fait que la jument de Loras ait pu être en chaleur, d'où le comportement du cheval de Gregor. On rappelle qu'il avait du mal à la contrôler, hein. Ce qui horrifie Barristan Selmy, lui qui est maître d'honneur. Donc toi, est-ce que tu penses que c'est vrai le fait que la jument de Loras soit justement été en chaleur et que Loras le savait? Bah c'est une rumeur, après ça paraît plausible quand même, hein. C'est plausible, ouais. Parce que franchement, Ser Gregor le démonter, ça me semble tellement
Si tu mets pas toutes les chances de ton côté, ça me semble tellement... Tu vas pas au petit bonheur la chance, quoi, quand t'affrontes Grégor, quoi. Bah, même si le chevalier des fleurs a l'air doué, hein, vu qu'il il a l'air très doué, mais... Enfin... Non, mais peut-être que c'est possible, hein, du coup, Après, ça, Grégor, visiblement, il était pas en finale lors du dernier tournoi pour le... Ouais, mais comme on dit, ah oui, on sait on a dit qu'il était à la cour juste pour qu'il sortait, en fait, de ses domaines juste pour les tournois et la guerre. Mais peut-être que lors de l'anniversaire de Geoffrey, Ouais, mais c'était un tournoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Ouais, ça se trouve, je sais pas. Ça se trouve, il était pas là, hein. Ouais, ça se trouve, il était pas là, mais en tout cas, visiblement, il était pas finaliste. Ouais. Donc ça se trouve, il est ça se trouve, il est pas très très fort. Enfin, il est très très fort, mais que c'est pas sa spécialité. La joute à la lance, c'est pas sa spécialité. Et après, bon, cette affirmation, il y a quand même de Littlefinger. Littlefinger, on sait que c'est pas le gars le plus honnête au monde, quoi. On sait que il cafouille, De quoi tu parles? Bah, c'est Littlefinger qui vient de dire que la jument de Laura c'était Ah oui, que la jument. Ouais. Donc bon, on peut quand même mettre des doutes sur cette affirmation, quoi. Si ça vient de Littlefinger. Tout ce qui sort de la bouche de Littlefinger, la règle, tout ce qui sort de la bouche de Littlefinger. Et t'as douté. Quant au concours de tir à l'arc, c'est un certain Anguy des Marches de Dorne, mais sans blason, qui le remporta. Donc on le rappelle, les Marches de Dorne, c'est une chaîne de montagnes qui se situe près de Dorne. Ned propose alors à ce fameux Anguy un poste dans sa garde, mais le jeune garçon, enivré par sa victoire, refuse. La mêlée, dernière épreuve, fut remportée par Thoros de Myre, qu'on qualifie en premier de prêtre rouge, mais aussi de fou. Il a gagné la mêlée grâce à son épée enflammée. Donc, on avait déjà parlé, je crois, parce qu'on qualifie de prêtre, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a une religion, et on avait déjà parlé, je crois, d'une religion qui est associée au feu ou à la couleur rouge, quelque chose comme ça. Dans les cités libres. C'est une religion qui a un rapport avec les cités libres, en tout cas. Ouais. Bah, après, il s'appelle Thoros de Myre, hein. Et Myre, c'est une cité libre. Donc, alors du coup, par rapport à cette épée enflammée, tu penses qu'elle est vraiment enflammée? Tu penses quoi par rapport à ça? Tu penses que c'est un tour de magie, que c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment un prêtre qui invoque le feu par rapport à cette religion? En tout cas, elle est vraiment enflammée. Enfin, il y a eu plein de témoins. Oui, justement. Est-ce que c'est vraiment de l'aide du feu, ou est-ce que ça sera tu veux dire, est-ce qu'il utilise un moyen, artifice? Est-ce qu'il utilise une petite science, ou si c'est un sort? Ouais. C'est dur à dire. Mais c'est possiblement un sort, ouais, ou... Parce que pour l'instant, je crois pas qu'on ait de... Alors si, on sait qu'il y a des sorts magiques, par exemple, pour forger les épées en acier valérien. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas eu de vraie magie, en tout cas, depuis le début, hein. Ouais. Il y a les visions de Bran qui sont un peu bizarres. Ah oui, c'est vrai, les visions de Bran. C'est vrai, Bran, c'est mystique, quoi. Ouais. Ok. On voit alors pour la première fois Eddard avec une mine réjouie pendant le tournoi. Robert se comportait bien, les Lannister n'étaient pas présents, et même ses filles étaient aimables entre elles. Oui, ses filles, car même Arya était venue les rejoindre. Elle sortait d'un cours de danse donné par Syrio Forel, son maître, mais auprès de plusieurs échymoses. Ned souhaite l'examiner pendant qu'elle écoute des chanteurs entonner des ballades sur la danse des dragons. Donc la danse des dragons, on en a déjà parlé, Guillaume, je sais pas, tu te rappelles à quel moment? Oh, le qui veut tout dire. Franchement, je sais qu'on en a parlé, mais te dire exactement à quel moment on l'a évoqué, c'est dur. En fait, c'était pendant le premier chapitre, le deuxième chapitre de Bran, pardon. Quand il évoque, tu sais, les chevaliers de la garde royale. Ah oui, c'est vrai. Et qu'il y a deux jumeaux, Sir Eric et Sir Arik, qui se sont entretués justement durant la danse des dragons. Et dans la danse des dragons, on en a aussi parlé parce que ça apparaît dans les appendices, et dans les appendices, on dit que l'ascension au trône d'Aegon II fut contestée par sa sœur Rhaenyra, et tous deux périrent dans la guerre qui les opposa, appelée par les ménestrels la danse des dragons. Donc la danse des dragons, c'est justement une guerre qui a opposé Aegon II à sa sœur Rhaenyra pour la succession du trône. C'est assez marrant parce qu'on voit que Rhaenyra, elle voulait accéder au trône, mais du coup c'est parce qu'en fait tous les Targaryens qui ont été sur le trône sont des hommes.
Et donc ça aurait été la seule femme connue en tout cas hein, qui. Ça se trouve, elle voulait que ce soit son fils qui aille sur le trône. Non, c'est elle. C'est elle qui voulait monter sur le trône. Si elle veut. Je te dis. Et donc Ned s'inquiète du sort de Arya par rapport à ses ecchymoses. En même temps, comment ne pas s'inquiéter en entendant les différentes épreuves que lui fait subir ce maître à danser à Arya. Errer dans le château avec les yeux bandés, des pirouettes, des sauts périlleux, et même attraper des chats. Ned lui propose alors de changer, mais Arya est catégorique, le seul maître qu'elle veut est Syrio Forel. Après avoir couché ses filles, Ned rentre dans ses appartements, examine le poignard et fait un point sur son enquête et la situation actuelle. Pourquoi Tyrion voulait-il la mort de Bran? Bon, c'est vrai que c'est une question... nous, on sait que Tyrion, il voulait pas la mort de Bran. Il a rien à voir avec tout ça. C'est ça, mais... Donc, c'est une bonne question, en fait. C'est une très bonne question, Ned. C'est ça, c'est que Tyrion... pourquoi il aurait eu la mort de Bran? Et Ned dispose vraiment la question, et c'est une question vraiment pertinente, pour le coup. Pourquoi Stannis n'était-il toujours pas rentré de Père Dragon? Donc ça c'est aussi intéressant parce que Stannis, pour l'instant, on n'a aucune information sur lui. On sait qu'il était présent et qu'il accompagnait Jon Arryn dans ses, je sais pas ce que c'est, Jon Arryn posait des questions dans ses enquêtes, hein. Mais sûrement c'est parce que Jon Arryn est décidé que Stannis ne veut pas rentrer, hein. Bah visiblement Jon Arryn et Stannis menaient un peu l'enquête ensemble sur ce qui les intéressait. Pourquoi Lysa restait-elle muette? C'est pour ça que Lysa, on comprend qu'elle reste muette parce que elle accuse les Targaryens, et les Targaryens, c'est l'air d'être les seigneurs les plus puissants de Westeros au moment où on parle. Elle accuse les Lannister, tu veux dire. Oui, pardon. Pourquoi Lysa restait-elle muette? Donc, on comprend pourquoi elle reste muette parce que, dans la lettre qu'elle adresse à Catelyn, Lysa accuse les Lannister. Les Lannister semblent être les seigneurs les plus puissants, enfin, en tout cas, la famille la plus puissante de Westeros au moment où on parle. Donc on comprend qu'elle aille se réfugier dans les Ériers avec toutes ces accusations, quoi. Ouais, pour le coup, ça se comprend, ouais. De plus, on croyait que son enquête allait avancer, mais l'écuyer était mort et Jory était toujours en train de chercher la raison des visites régulières de Jon Arryn et de Stannis dans les bordels. Il était sûr que l'apprenti forgeron qu'il venait de rencontrer était un Baratheon, et le seul dont il puisse être était Robert. Parce que il dit que Renly était trop jeune et que ça avait pas l'air du genre de Stannis. Quoique, il vient d'apprendre que Stannis était des bordels, hein. Donc, voilà, mais il doit bien se douter que c'est pour autre chose que se taper des prostituées. Ouais. Mais quelle était l'importance du garçon de Gendry au point que Jon Arryn et Stannis lui rendent visite? Robert avait eu bien d'autres bâtards, dont un qui a même été reconnu publiquement. Et ce bâtard-là, reconnu publiquement, devait devenir la pupille de l'homme qui gouverne actuellement Acamli au nom de Renly. Donc si on résume, en fait, on sait qu'actuellement Renly Baratheon, c'est le seigneur d'Acamli. Vu que Robert est le roi, il a dû délaisser le fief de sa famille à son petit frère. Mais comme Renly siège au conseil restreint, à Port-Réal, du coup il a nommé quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, pour régner à sa place à Acalmie. Et donc le bâtard de Robert, celui qu'il a reconnu publiquement, devait être la pupille de ce gouverneur d'Acalmie. Ned pense aussi à une autre bâtarde de Robert qu'il avait engendrée lors de leur jeunesse dans le Val d'Arryn et dont Robert s'était occupé, que ce soit affectueusement, mais aussi financièrement. Et c'est marrant ça, parce que Robert, il a pas l'air d'avoir beaucoup de liens avec ses enfants. Alors là, on va parler que de Joffrey, on n'a pas parlé de Myrcella et de Tommen, hein. Mais il en a pas parlé lui aussi, hein. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une relation plus proche que ça avec que ce soit avec Joffrey, mais aussi avec ses deux autres enfants. Alors que on dit justement que il y a deux choses. C'est justement, tu te rappelles quand il parlait de Joffrey, il a dit que si c'était un enfant terrible, il s'en occuperait, tu vois. Il aimerait bien s'en occuper, et on sait qu'avec la bataille qu'il a engendrée là dans le Val d'Arryn, il s'en a occupé aussi. Donc il a quand même cette fibre paternelle. Bon, vite fait, hein. Je sais pas. Vite fait, ouais, mais quand il a l'air, tu vois, juste parce que genre il a un bâtard alors qu'on sait qu'il genre il s'est occupé de un bâtard. De deux bâtards. Il y en a un qui l'a reconnu publiquement, quoi. Ouais. Et là l'autre dont la fille
dont il s'est occupé affectueusement quand elle est née. Alors que même que sa mère ne s'en souciait plus. Hein. Donc, je sais pas, Robert, il a quand même d'avoir une certaine fibre paternelle, mais qui exprime pas du tout avec ses enfants. Ouais, en fait, il reconnaît pas... Enfin, ses enfants légitimes. Légitime, ouais, très légitime. Bah, pour l'instant, on a juste des doutes par rapport à Geoffrey. Par rapport à Myrcella et Tommen, même si je crois que justement que dans leurs caractéristiques physiques, on les a décrits lors du premier chapitre de Tyrion. C'est des petites têtes blondes aussi, quoi. Ouais, ils sont blonds aux yeux verts, quelque chose comme ça. Mais même Cersei ne devrait pas prêter tellement attention à ces bâtards, car d'après la loi, ils n'ont que très peu de droits, surtout en matière de succession. Et en fait, c'est Ned qui le dit ça, et ça fait écho à son bâtard à lui, à Jon. Et justement, tu te rappelles, c'est justement une des raisons pour lesquelles Catelyn avait voulu envoyer Jon à la garde de nuit, parce qu'elle a dit que même, Jon c'est pas un fils légitime de Ned, donc il y a aucun problème sur la succession, mais quand même... Elle veut pas qu'il y ait la moindre chance. Ouais. Et voilà, il veut pas qu'il y ait le moindre problème, quoi, parce que comme il a été reconnu par tout le monde connaît Jon, tout le monde sait que c'est le fils de Ned Stark, donc au cas où, même si, d'après la loi, les bâtards n'ont aucun droit de succession, je préfère quand même l'envoyer à la garde de nuit. Ouais. Putain, elle doit vraiment pas l'aimer pour avoir peur à ce point. Ouais. Au cas où. Arwyn, donc tu te rappelles, c'est qui Arwyn? C'est Bon, c'est un des gardes et le fils d'Ulen, le grand écuyer. Voilà. Ok. Et donc ce garde Arwyn interrompt Ned dans sa réflexion. Un homme souhaitait le voir. Et il apparaît, cet homme, avec une allure mystérieuse, et il attend qu'Arwyn referme la porte pour se dévoiler. Cet homme n'est autre que Lord Varys. Selon Ned, il aurait pu passer juste à côté de lui sans pouvoir le reconnaître. Donc on voit que, justement, en fait, ça me fait penser à ce que t'as dit. Un homme mystérieux qui s'était présenté pour payer l'apprentissage de Gendry, justement, en tant qu'apprenti forgeron. Et toi, t'avais théorisé que ça devait être Varys, justement, qui s'était déguisé. Et donc là, on voit que Varys, il a l'air de se déguiser. Donc peut-être que ça vient justement confirmer la théorie sur... Enfin, on sait pas, hein. Mais en tout cas, ça vient alimenter le fait que ça soit Varys, justement, qui soit déguisé pour payer son apprentissage. Après, les raisons pour lesquelles il a fait ça, ça, on sait rien. Mais en tout cas, c'est la seule personne dont on sait qu'elle se déguise à Port-Réal pour l'instant, c'est Varys. Alors, Varys était déguisé parce que, selon lui, trop de gens surveillaient Ned, et surtout la reine Cersei. Mais Eddard se demande surtout comment Varys a pu passer ses gardes, et Varys répond qu'il y a des passages dans le Donjon Rouge, connus des seuls fantômes et des araignées. Donc là, ça fait écho au passage secret qu'évoquait Catelyn dans son chapitre quand on parlait de Donjon Rouge. Alors on le rappelle, hein, c'est Maegor le Cruel qui a fait construire le Donjon Rouge. Et vas-y Guillaume. Et il s'est assuré d'exécuter toutes les personnes qui avaient un lien de près ou de loin avec la construction du Donjon Rouge pour être sûr que les secrets du Donjon Rouge restent dans la famille Targaryen, quoi. Ouais. Donc, alors quand Varys justement dit que ces passages secrets seraient connus que des fantômes araignées, bon, les fantômes ça peut connaître à tous les Targaryens qui ont péri maintenant, à part Daenerys et Viserys, mais bon, vu que Daenerys n'a jamais vu Port-Réal et Viserys était un enfant à l'époque de la rébellion de Robert, supposément ils le connaissent pas, mais et les araignées ça correspond à Varys parce qu'on rappelle le surnom de Varys c'est l'araignée. Hein. Mais alors comment Varys aurait-il pu connaître ces passages secrets? Ça, c'est vrai que Varys il apparaît très très mystérieux dans ce chapitre. Hein. Ouais. En fait, il se dévoile, mais il se dévoile et ça apporte plus de questions que de réponses en fait. Donc ouais, c'est assez étrange que Varys connaisse ces passages secrets si. Après, il écoute aux portes. Peut-être qu'il a écouté aux portes de Aerys. Ouais, c'est plus qu'écouter aux portes parce que si tu connais les passages secrets, tu vois, ça veut dire alors, peut-être qu'il y a parce que les plans n'existent pas. Et on ne sait pas si justement ces passages secrets ont été transmis, je sais pas, de père en fils ou par la famille entre les Targaryens, tu vois. Donc comment Varys aurait-il pu les connaître? Ben, je pense en écoutant Aerys, je sais pas.
qu'il écoute tout, probablement. Aerys, il a dû les évoquer plusieurs moments de son règne. Et il en a profité il a pris des notes, quoi. Ok, donc ça, c'est ta théorie, du coup. Ouais. Ok. Mais Varys n'est pas venu là pour ça. Il prévient directement Ned que, bien que Robert soit son ami, c'est aussi un imbécile. Et qu'il s'en est tiré de peu, aujourd'hui, car on espérait le tuer lors de la mêlée. Qui? Les Lannister, bien sûr. Réfléchissons. C'est Cersei qui avait interdit à Robert de se battre lors de la mêlée, aux yeux de tous qui plus est, et, en connaissant Robert, c'était exactement ce qu'il fallait afin de l'y pousser. Cette réflexion révulse Ned, tout comme le fait que Varys était au courant, mais qu'il n'avait rien fait. L'araignée répond qu'il a à ses ordres aussi des espions et non des soldats. De plus, Varys était aussi curieux de savoir quel serait le comportement de Ned, car il n'avait pas encore confiance en lui. Selon Varys, il y a deux sortes de personnes au Donjon Rouge, ceux dévoués au royaume et ceux dévoués à leur propre personne. Maintenant, il sait dans quelle catégorie se situe Ned. Donc du coup, on apprend un peu plus sur Varys. Enfin, un peu plus, comme j'ai dit, ça apporte plus de questions que de réponses. Mais plus qu'un espion, ça apparaît quand même comme quelqu'un qui soucie du roi ou du royaume, en tout cas. Ouais. Et on sait pas trop dans quel camp il est, mais pour l'instant, il n'a pas été dans le camp du bien, hein, parce que bon, comme on le dit, c'est des points de vue, donc il y a pas de bien, il y a pas de mal, mais en tout cas dans le camp de Ned ou dans le camp de Robert. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui vient des sauces de se soucier autant du sort de Westeros, comme il le dit quand même. Après, ça fait longtemps qu'il est à Westeros, hein. Ouais. L'araignée fait aussi comprendre que Robert ne possède que très peu d'alliés dans toute la cour, que ce soit les membres du conseil restreint, même ses frères qui en font partie, sa garde personnelle ou bien sa femme. Mais justement, parlons de la garde de Robert. Le seul qui soit fiable, selon Varys, c'est Barristan Selmy, le commandant, mais il est vieux. Jaime est un Lannister, donc un ennemi, et on apprend que Sir Boros Blount et Sir Meryn Trent sont aux ordres de Cersei, tandis qu'il ne fait pas confiance aux trois autres. Alors, les trois autres, on les connaît pas encore, enfin on les a pas vus en tout cas dans le tome, mais on connaît leurs noms parce qu'ils apparaissent dans les appendices. Mais bon, pour l'instant on va pas les citer parce que bon, ça n'a pas trop d'importance, ils apparaissent pas encore. Ouais. Le véritable problème est qu'on ne peut pas prévenir Robert de ce complot, car il n'y a aucune preuve et trop d'ennemis autour d'eux. Et surtout que Robert, dans son comportement, il serait capable de faire des folies, quoi, si on lui apprenait ça. Ouais, c'est sûr. Et vu comment, justement, il a l'air... par exemple, justement, il vient d'avouer qu'il était au courant que Geoffrey a menti, mais qu'il a laissé Lady se faire tuer. Même Robert, tu lui fais pas tellement confiance sur les réactions qu'il peut avoir, quoi. Ouais, ça, c'est sûr, il va donner le bénéfice du doute au Lannister. Et dire non, vous déconnez. Et puis même, en fait, il a vraiment... Enfin, on rappelle qu'il leur doit beaucoup d'argent. Je crois 6 millions de couronnes, quelque chose comme ça. 3 millions. Pardon, 6 millions de dragons d'or, comme ça. 3 millions. 3 millions. 3 millions. 6 millions en tout, avec la banque de fer et tout. Et 3 millions juste pour Tywin. Enfin, bon, après, je suis pas sûr que c'est ces 3 millions qui vont l'arrêter s'il apprend que Jaime et Cersei couchent ensemble, hein. Ça, Ouais, mais bon, ils l'ont pas compris, ça. Ouais. Mais si tout ce qu'on peut est confirmé, en fait, si on apporte vraiment toutes les informations... Bah, en fait, il faudrait la preuve, quoi. Ouais, il faudrait des preuves. Et ça, comme on l'a dit, la photo, ça peut être inventé, donc il peut y avoir de paparazzi qui... Avant qu'il ne se quitte, Ned demande à Varys la cause de la mort de Jon Arryn. Varys lui répond que c'est un poison extrêmement rare qu'on appelle les larmes de lys. La question est maintenant de savoir qui administra le poison. Et ça me fait marrer parce qu'en fait le poison, justement en fait Ned il l'avait évoqué dans sa conversation avec Pycelle. Et ce qui est bon c'est que les poisons, c'est l'arme des femmes, des eunuques et des... Ouais. Et il dit Varys il vient pas de Lys. Ouais, quelque chose comme ça. Non, Varys vient pas de... Ah oui, genre on est... Bah si, au début il a dit ouais on n'est pas dans les cités libres. Ouais. Donc alors il a dit que les larmes des poisons c'est l'arme des femmes. Il y a des eunuques et il y a une troisième catégorie. Et pas genre les lâches ou un truc comme ça. Ah, peut-être. Non, je sais plus. Hein.
Mais c'est marrant que justement le fait que ce soit un poison qui a tué. Bon, après on sait pas, hein, c'est ce que dit Varys. Hein. On sait pas si c'est vrai ou pas. Bah ça se tient, hein. C'est déjà plus probable que genre une gastro foudroyante quoi. La question est maintenant de savoir qui administre le poison. Cela, Varys ne le sait, mais il s'étonne tout de même que l'écuyer de Jon Arryn, à qui il devait tout, soit resté à Port-Réal, et encore mieux, soit devenu chevalier à la mort de son maître. Dommage qu'il ne soit mort si vite. Donc selon Varys, ça serait Sir Hugh Duval qui aurait empoisonné Jon Arryn. Surtout que justement Varys avait prévenu Jon Arryn d'employer un goûteur pour tester ses plans en fait avant qu'il les ingurgite. Donc Varys aurait soupçonné que quelqu'un aurait intenté à la vie de Jon Arryn. Ouais. Et bon, pour lui, du coup, le coupable, ça serait l'écuyer. Et c'est pour ça qu'il serait mort, pour les faire taire. Oui, du coup, ça se tient. Ça se tient. Mais bon, c'est dommage, maintenant, l'écuyer peut plus parler, ouais. Quoi. Après, je vois pas l'intérêt d'un goûteur, tu sais, pour un poison qui, tu sais, qui agit un peu à distance de la prise, quoi. Ah. Tu vois, genre, ok, il goûte le truc, il fait, bon, c'est un goût normal, tu vois. Et après pour des poisons qui agissent directement. Ouais. Ça prévient tout de même cette catégorie de poisons. Et c'est les poisons qui ont un goût chelou. Mais bon, ça l'aurait pas épargné. Oui, ça lui aurait pas servi contre les armes de lys en tout cas. Bah après, si le goûteur était aussi mort, là c'est sûr. Ouais. Au moins, tu vois. On est sûr que que c'est un poison. Dernière question et la plus importante. Pourquoi Jon Arryn était-il mort? Et comme tu l'as dit, Guillaume, dans ton résumé, c'est parce qu'il posait des questions. Ouais. D'ailleurs, je reviens juste sur le goûteur. En fait, s'il y a aussi le goûteur qui est empoisonné, du coup, on peut chercher un antidote parce que tu sais, si les deux ont des symptômes, ils doivent se dire, c'est un poison, donc il faut trouver un antidote. Ouais. Alors que là, après, on sait que Pycelle, il a congédié le maître Colemon. Ouais. Qui disait, je sais plus ce qu'il disait, lui. Il disait que c'était... Non, mais lui, il a dit un truc claqué, je sais plus ce qu'il avait dit. Oui, je sais plus quel était son diagnostic. Je crois que c'était quelque chose du haut froid ou quelque chose comme ça. Un truc claqué, vraiment. Donc, alors, si la raison pour laquelle Jon Arryn est mort, c'est parce qu'il pose des questions, ce qu'on sait, enfin, les questions dont on sait qu'il se posait, c'est par rapport à la généalogie des grandes maisons, mais surtout par rapport à celle de Robert. Ouais. Vu que ce qu'on a rencontré, c'est le bâtard de Robert. Bon, là, ça commence à être un peu cramé, là, que... Ouais. C'est le problème de la descendance, c'est que... La graine est vigoureuse, comme on dit. Donc, du coup, tous les soupçons se pointent sur les Lannister. Hein. Ouais. Donc, à voir si Ned va réussir à trouver des preuves, en tout cas concernant la mort de Jon Arryn. On a terminé pour ce chapitre, qui était assez long, mais qui est pas notre chapitre le plus long. Hein. Mais en tout cas, il était assez conséquent, ça, qu'il y a beaucoup d'informations. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour un chapitre d'Arya. Ouais. C'est sûr que c'est Arya. Non, c'est Tyrion. De Tyrion, pardon. À la prochaine. À la prochaine.